L'éveil spirituel, c'est quand tu commences à voir au-delà de ta réalité, à remettre en question ce qui te définit, ce que la société t'a appris ou ce que tu pensais devoir faire ou être. C'est comme si tu te réveillais d'un rêve dans lequel tu t'étais identifié uniquement à ton rôle social, à ton nom, ton histoire personnelle, aux habitudes qu'on t'a transmises. Un rêve où tu te posais pas trop de questions et où finalement tu as besoin de donner un sens nouveau à ton existence, à tes valeurs morales qui vont prendre une place plus importante. Pour l'instant, je vous parle même pas de paranormal, je parle vraiment du côté bien terre-à-terre de l'éveil spirituel. C'est un sujet que j'ai jamais trop abordé en tant que tel sur cette chaîne, et pourtant c'est un sujet qui est super important pour moi, parce qu'il est très philosophique et que j'aime beaucoup philosopher. Vous le savez sûrement parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Lorsque j'étais ado, j'ai vu et vécu des violences physiques et morales qui m'ont amené à beaucoup m'intéresser à la psychologie humaine pour comprendre en fait ce qui se passe dans la tête de l'autre. J'ai vécu un viol collectif et puis au lieu de recevoir de l'aide, de la compassion, ce genre de choses, j'ai juste été accusée de prostitution, humiliée, dénigrée et malmenée pendant un temps beaucoup trop long. Tout ça alors que j'avais 13-14 ans. Alors depuis ado, j'ai eu ce besoin vraiment vital du coup pour le coup de comprendre. Je me souviens, je me baladais tout le temps avec un petit carnet et un crayon parce que je notais tout le temps mes pensées. En fait, j'étais tout le temps en train de réfléchir et j'avais tout le temps des pensées philosophiques qui me venaient et que j'avais besoin de noter pour les approfondir. Et il y a une question existentielle qui se posait pour moi de façon centrale. C'était, dans cette vie, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'être quelqu'un de bien, de sympa, d'aider les autres ou au contraire d'avoir une tendance à faire plus de mal? D'être un gros connard qui nique tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir à un moment donné entre le bien et le mal, en gros pour caricaturer? Après tout, le bien et le mal, c'est quoi? On va juger comme étant bien ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte du plaisir, ce qui nous met en sécurité, et à l'inverse, on va juger comme mal ce qui nous blesse, ce qui peut entraver notre bien-être, entraver notre survie. Tout ça physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'on est des êtres humains, donc on est très cérébraux. Au final, pourquoi est-ce qu'on voudrait être gentil, être généreux, faire le bien? Faire le mal, c'est quand même vachement plus simple en fait quand il pense. C'est pas prise de tête, t'as pas de souffrance liée à la culpabilité. Il suffit de s'en foutre. T'as un truc qui m'intéresse, vas-y, je te le prends. Je suis plus fort que toi, donc te fais pas le poids. Tu me fais chier, je te frappe, ou je te tue, je me débarrasse de toi. En vrai, ce que je dis, ça a l'air un peu caricatural comme ça, mais quand on voit les luttes de pouvoir entre les humains à l'échelle mondiale, les guerres, les génocides, les vengeances, les mensonges, les je te pique ton pays et tes ressources, les tortures, les viols, les réseaux de pédophilie, excuse-moi, tout ça c'est vrai, malheureusement. On peut se poser beaucoup de questions sur l'humain. Parce que ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est quand même le reflet de ce qui se passe à l'échelle individuelle. Alors quoi en fait? Est-ce qu'on est obligé d'imposer des obligations aux humains pour qu'ils se tiennent à carreau? Des menaces, moi j'ai une plus grosse bombe que toi, non c'est la mienne qui est la plus grosse. Des punitions, de la prison, des coups de fouet. Moi je trouve ça très bien qu'il y ait une justice. Mais quelque part, c'est aussi triste dans le sens où on en a besoin, c'est dommage. Est-ce que il n'y a que ça, en fait, qui permet aux humains de se tenir tranquilles, de prendre conscience de leurs actes, de se tourner vers la gentillette à un moment donné, d'arrêter d'être des gros pervers manipulateurs? Est-ce que par essence, on est neutre, on est sans foi ni loi, on n'a pas de valeur particulière, puis la seule façon de devenir quelqu'un de bon, c'est par la coercition, ou parce qu'on nous apprend intellectuellement ce qui est bon ou mauvais, et que nous, on décide de le faire, parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire. Au fond, ma question, c'est comment est-ce qu'on apprend à aimer? C'est quand j'attendais mon fils, vers 23 ans, que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose quand même de biologique au bien et au mal. On transmet, ou pas du coup, parce que je pense que c'est quand même à ce niveau-là, dans l'enfance, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. On transmet l'amour dans notre corps, via notre corps. On a naturellement, avec l'ocytocine qui prend toute la place pendant la grossesse et à la naissance, quelque chose qui se crée, l'attachement, de l'amour, de l'empathie face à la souffrance de l'autre. Au départ, c'est notre bébé et on veut qu'il survive, on lui veut du bien. Si on l'écoute, si on suit ses vrais besoins, je parle vraiment des vrais besoins, pas des théories
qui va vous dire oui, alors à cette époque-là, faut laisser pleurer son bébé parce que c'est mieux, faut l'allaiter seulement 4 fois par jour parce qu'après au-delà c'est du caprice. Non, on oublie tout ça. Moi je vous parle des vrais besoins quand tu écoutes vraiment ton enfant. Parce que c'est là qu'on va se relier à lui et activer, transmettre l'amour par nos actions, par un contact physique qui fait du bien et qui termine le système nerveux et donc notre cerveau. Donc en l'apaisant, en s'occupant de lui, en lui donnant de l'importance, en l'écoutant, en fait, on va venir l'imprégner. Comme pour la plupart des apprentissages, comme la parole, on va apprendre par le plaisir et l'imprégnation. C'est vraiment comme ça que fonctionne le cerveau. Et lui aussi, il va se mettre à ressentir cet attachement, à ressentir de l'amour, de l'empathie vis-à-vis des autres. Ses proches d'abord, puis des inconnus qui lui ressemblent et même qui lui ressemblent pas, par exemple les animaux. En fait, cette vie me donne cette sensation qu'on est programmé pour aimer. Et donc, quelque part, pour aller vers le bien, pour faire le bien. C'est comme si y avait quelque chose dans la nature qui se transmet obligatoirement pour des raisons de survie et qui va servir de guide aux valeurs morales, les valeurs qui vont du coup nous permettre d'être bien les uns avec les autres et de survivre de façon efficace. C'est pour ça que je parle autant de la nature en tant que point d'ancrage d'éveil spirituel. Après tout, la nature, on en est issu. Moi, j'ai envie de lui faire confiance dans son processus vital parce que je sens qu'il me tire vers du bon pour moi et pour les autres du coup. Aimer, ça met en sécurité nos corps et nos mentales du coup, et ça nous sert de base, de socle pour être stable et pour aller vers encore plus grand que ça. Parce que nous, les humains, on est capable de sublimer les choses, de sublimer les valeurs morales. On peut même être assez utopique, j'en sais quelque chose. On est capable de les élever plus haut. Et c'est comme ça que, comme on a pris soin des nourrissons sans qu'ils nous demandent rien, on va être capable d'étendre cet amour et de l'appliquer à ceux qu'on ne connaît pas, à ceux qui ne s'expriment pas, comme les animaux par exemple, et même à nos ennemis. Tout ça, ce sont des possibilités qu'on peut à un moment donné choisir de saisir et qui sont une sublimation de l'amour, sublimation du bien. Par exemple, si j'ai été retrouver mon agresseur principal 11 ans après avoir vécu ce que j'ai vécu, afin de le confronter, de mettre les choses cartes sur table et de lui accorder mon pardon, c'est parce que j'ai choisi d'écouter mon empathie. Ça rend pas ce qu'il a fait acceptable, mais par contre ça permet de couper court à un cycle de souffrance, de haine, de vengeance, et d'entrer plutôt dans un cycle de paix. Si, pour un autre exemple, je consomme plus d'animaux, c'est parce que j'ai choisi d'écouter mon empathie, dans sa version vraiment la plus brute, mais du coup que moi j'estime être la plus haute finalement. Parce que les animaux, ils se plaignent pas. Ils n'ont pas envie d'être bouffés, comme tout le monde, mais c'est pas eux qui vont venir nous le dire. Ils n'ont pas cette capacité. Mais c'est de notre responsabilité, à nous, en tant que personnes conscientes moralement, de voir la souffrance là où elle se trouve, en fait. C'est que, pour moi, la vie, elle se respecte. On a tous notre chemin de vie et nos expériences à faire, même les animaux, qui ont aussi une individualité, une personnalité, des émotions. Donc, mon choix à moi, c'est de prélever uniquement ce dont j'ai besoin, et la chair animale, j'en ai pas besoin. Voilà, dans ma tête, c'est aussi simple que ça, en fait. Ce sont des exemples. Tout le monde va pas être sensible au même sujet, avec la même intensité. Mais globalement, un éveil de conscience, c'est comme si la logique de l'organisation des choses venait se mettre devant nos yeux, et qu'on se disait « Ah, mais oui, en fait, ça, ce qu'on fait là, c'est pas logique par rapport à nos besoins. » De la même façon que c'est pas logique de manger des Fruit Loops au petit déjeuner ou des gâteaux pleins de sirop de glucose et d'additifs au goûter. Ils ont clairement été créés pour que gustativement on ait une forme d'addiction et de dépendance pour des raisons économiques, comme l'alcool ou la cigarette, qu'avec un bon marketing, on arrive à nous faire voir comme tendance, luxueux, alors qu'ils détruisent littéralement nos corps. C'est dire à quel point l'esprit humain est malléable et à quel point on peut se retrouver enfermé dans des convictions. Et si on a été enfermé dans quelque chose, on peut aussi l'avoir été dans d'autres. Et c'est là où l'ouverture de conscience, elle permet de conscientiser à quels endroits on a été un peu piégé là-dedans. Ça permet de ne pas s'auto-enfermer en fait dans des convictions, faire style, ce qu'on veut, tout en nourrissant des habitudes qui sont pas ouf, pendant que derrière, il y a un gros business qui s'enrichit sur notre dos, qui en a absolument rien à foutre de nous. Eux, c'est des gens qui ont peut-être pas appris correctement à aimer. Tant qu'on ne s'est pas posé pour mettre la conscience dans nos actes et dans notre consommation, on ne peut pas se dire qu'on est vraiment libre. Qu'on s'entende bien, être libre, c'est pas tout faire bien, tout faire parfaitement. Moi, en tout cas, je vous le dis clairement, je fais pas tout bien. Mais c'est avoir conscience de ce qui se joue, de ce qu'il peut avoir derrière, et du coup choisir avec lucidité de le faire ou pas. Selon plein de facteurs, donc moi je ne vais pas juger les actes eux-mêmes, on va faire selon nos capacités, nos sensibilités personnelles à tel ou tel sujet.
Moi par exemple, je trouve ça complètement débile de s'épiler, mais je le fais quand même pour des raisons sociales, tout en le critiquant ouvertement parce que je me dis quand même que le fait d'en parler, ça contribue à l'éveil des consciences. Ça contribue en fait à faire changer les choses. Réfléchir au fonctionnement de la nature, ça a un côté initiatique. Dans la nature, tout est interconnecté. Les cycles, les espèces, ça forme des écosystèmes, l'arbre ne vit pas sans le réseau de champignons, l'humain ne vit pas sans air, sans eau. On fait partie d'un tout. Et la nature, elle nous enseigne que nos choix ont de l'importance pour préserver cet équilibre. Parce que cet équilibre, finalement, il préserve la survie de la planète, donc c'est pas pour rien non plus. En fait, on vit tous en interaction, on peut pas se permettre d'être égoïste. On a une forme de responsabilité dans nos choix de vie. C'est un discours très écologique, ce que je dis. La nature, elle nous enseigne aussi la patience, l'équilibre, les cycles comme les saisons, la mort, la renaissance. Elle juge pas, elle se précipite pas, elle est simplement. Et dans cette présence, il y a une forme de sagesse que je me dis qu'il faut pouvoir saisir. Si on contemple la création, les forces majestueuses qui s'opèrent, on peut ressentir, je trouve, une forme d'humilité face à tout ce qu'on ignore encore. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur le pourquoi. C'est vraiment une question métaphysique. On est dirigé vers le bien pour notre survie, ok? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Est-ce que ça répond à un plan? Est-ce qu'il y a un but caché, un paradis à gagner, une élévation vers laquelle on est guidé? C'est une question à laquelle la réponse est très personnelle, je pense. Je pourrais vous donner mes interprétations et mes théories par rapport à toutes les choses surnaturelles que j'ai pu vivre, mais j'ai l'impression que ce qui compte, c'est surtout en premier lieu de garder l'esprit ouvert et de ne pas figer sa réponse. C'est comme une invitation à l'humilité. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai besoin qu'on me balance pas des affirmations toutes faites en me disant « ouais, ça, c'est la vérité ». Et encore moins de me dire « ouais, ça, c'est la vérité parce qu'on le fait depuis des centaines d'années ». Ou « la preuve que c'est la vérité, c'est que tout le monde le fait ». Mais parce qu'en fait, tout le monde est peut-être endormi depuis des centaines d'années. Tout le monde est peut-être juste un peu pas éveillé ou un mouton. L'esprit humain a quand même tendance à prendre ce qu'on lui dit pour argent comptant et se figer dessus en se disant « ouais, ça c'est la vérité ». C'est comme ça que les réputations naissent et qu'après on se retrouve avec une réputation totalement injuste collée sur nous. J'en sais quelque chose. Ou même, il y a des problèmes qui se posaient pas avant parce qu'on était beaucoup moins nombreux sur Terre et qui se posent à notre époque. Ce n'est pas parce que toute la société fait une chose que cette chose est forcément juste, qu'elle est forcément vraie, acceptable et qu'elle ne peut pas être critiquée. Et pour moi, s'éveiller, c'est justement prendre conscience de notre impact, de notre interaction les uns avec les autres et d'à quel point on forme une unité dont on est responsable. Et même lorsque ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ça sonne juste, la façon dont on en parle, elle est, à mes yeux, tout aussi importante. Parce que ça implique beaucoup en termes de tolérance, de transmission de la paix. Tu peux pas parler de la paix en insultant les gens. Ou c'est comme quand t'es écolo et que tu juges ceux qui sont moins écolos que toi, ou que t'es végane et que t'insultes les végétariens parce qu'ils font pas aussi bien. Tu peux en fait ne pas adhérer à certaines choses et ne pas les choisir pour toi, mais respecter que l'autre en face ait son chemin et n'en soit pas au même point en fait. Il a peut-être eu une réalité et un chemin de vie totalement différents et ça veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas déjà valable. En conclusion, pour moi, je vous dirais que chercher à s'éveiller spirituellement et à se reconnecter avec des valeurs morales, on a cette responsabilité du fait qu'on vit tous ensemble. On doit prendre soin de notre habitat, on doit prendre soin les uns des autres et se respecter pour avancer main dans la main. Parce qu'après, c'est bien beau de critiquer les gouvernements et de dire aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais si nous-mêmes, en fait, à notre échelle individuelle, on n'est pas capable de ça, mais le monde, il changera pas.